Bien, mesdames et messieurs, chers camarades, au NPEP, comme d'ailleurs, comme pour les autres organisations qui participent au Comité national de résistance républicaine à l'Union européenne, le CNR-RU, nous recevons pas mal de courriers à propos de la campagne de boycott de l'élection européenne que nous menons ensemble. Beaucoup sont des courriers de soutien et d'encouragement. Les signatures de l'appel au boycott affluent, mais nous recevons aussi, et tout le monde reçoit des objections quand nous discutons avec les citoyens, notamment sur le principe même du boycott et du vote. Voilà deux, trois remarques, commentaires que nous avons reçus. Quelqu'un nous dit « L'abstention n'est ni une réponse civique consciente, ni une position politiquement sérieuse. » Un autre nous dit « Je suis contre l'abstention car le droit de vote a été chèrement acquis par nos anciens. » Un autre nous dit « Je ne suis pas d'accord pour cracher sur ceux et celles qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous ayons le droit de voter. De plus, l'abstention est inefficace, les politiques s'en fichent, etc. » Vous avez certainement tous entendu ce genre de commentaires. Bien, il faut le dire, le boycott d'une élection peut être très efficace, beaucoup plus efficace dans certains cas que le vote lui-même. Il faut donc mettre à l'aise toutes les personnes qui ont des scrupules, que l'on comprend. C'est un fond républicain tout à fait appréciable, l'attachement au vote. Mais il ne doit pas être obsessionnel. Toute élection, tout vote, par principe, ne se vaut pas. Voici quelques exemples historiques non exhaustifs. Je n'ai pas le temps de détailler. Ces exemples de forces politiques qui ont appelé, dans le passé, au boycott de telle ou telle élection, montrent que le boycott des élections est un acte politique relativement fréquent et, encore une fois, qui peut être redoutablement efficace. Évidemment, tout le monde, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais en tout cas, un certain nombre ici auront comme référence le boycott en Russie de l'élection à la Douma en janvier 1906. Je ne vais pas épiloguer, évidemment, sur cette question, mais je voudrais citer la Grande-Bretagne, élection législative de 1959, boycott. Portugal, élection législative, novembre 61. Ouganda, élection législative, avril 1962. San Salvador, élection présidentielle, avril 1962. Vietnam, septembre 1966. Trinidad et Tobago, élection législative, mai 71. Irlande du Nord, référendum, mars 1973. Jamaïque, élection législative, 1983. Burkina Faso, élection présidentielle, avril 91. Ghana, élection législative, décembre 92. Togo, élection présidentielle, août 93. Mali, élection présidentielle, avril 1997. Algérie, élection présidentielle, avril 1999. Côte d'Ivoire, élection présidentielle, octobre 2000. Gambie, élection législative, janvier 2002. Guinée, élection présidentielle, décembre 2003. Thaïlande, élection législative, avril 2006. Honduras, élection législative 2009. Maroc, élection législative, novembre 2011. Mauritanie, élection législative, novembre 2013. Bangladesh, élection législative, janvier 2014. Thaïlande, élection législative, février 2014. Bangladesh, élection législative, février 2014. Algérie, élection législative, élection présidentielle, mars 2014. CGT, CFDT, CFTC, FO, SLIX, je ne sais pas ce que c'est, Sud, UNSA, renouvellement des conseils départementaux de l'ordre infirmier, 3 avril 2014. Porto Rico, toutes les élections depuis le contrôle de l'île par les États-Unis d'Amérique.
Je n'ai pas été exhaustif. Ça montre que le boycott est quelque chose de fréquent, d'utile, et que des forces généralement progressistes utilisent cet instrument politique. Je veux simplement ajouter un cas, pour le détailler, et montrer en quoi c'est intéressant et en quoi ça paye pardon. Si leur pays devait adhérer à l'OTAN, si des armes nucléaires pouvaient être entreposées sur le territoire, si des bases militaires étrangères pouvaient être autorisées, et enfin, quatrième question, si le président pouvait être élu directement. Je passe les détails, mais il y a eu un petit micmac constitutionnel entre le Premier ministre, le fameux Vladimir Messiar, et le président, ce qui fait qu'au total, au lieu d'avoir 4 questions à l'occasion de ce référendum, il n'y en a eu que 3, la dernière question ayant été gommée par le Premier ministre. L'opposition a appelé au boycott. Ça a été un succès, puisque seulement 9,5% des électeurs se sont déplacés. Résultat, la Cour constitutionnelle slovaque a déclaré ce référendum invalide. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le 26 mai, en protestation, le ministre des Affaires étrangères démissionne. Crise dans la majorité. En juillet, l'OTAN confirme que la République tchèque, la Hongrie et la Pologne devenaient membres de l'Organisation atlantique, mais pas la Slovaquie. Une semaine plus tard, la Commission européenne refusait la candidature de la Slovaquie au motif de la défaillance du critère démocratique, mais acceptait la candidature de l'Estonie et de la Slovénie. Imaginons que le boycott de l'élection européenne du 25 mai rassemble en France et ailleurs 70, 80, 90% des électeurs, mais le résultat, quel serait-il? Ce serait un discrédit absolu du système de Bruxelles. Ce système serait ridiculisé. Il serait délégitimé. Aucune décision de l'Union européenne n'aurait plus aucune portée. Il ne nous reste qu'un peu plus d'un mois pour tenter de faire basculer un grand nombre de citoyens dans le boycott de l'Union européenne. Le système de cette Union européenne, en effet, n'a qu'un seul but, ça a été dit, je le répète, éliminer la souveraineté des peuples, les priver des instruments politiques, juridiques, économiques, sociaux, monétaires, leur permettant de choisir leur destin, éradiquer la démocratie. Aller voter, c'est un devoir civique, bien sûr, lorsque les élections sont organisées correctement et lorsqu'elles peuvent contribuer à renforcer le pouvoir des dominés et affaiblir celui des dominants. Aller voter à l'élection européenne est un acte profondément incivique qui revient à donner sa voix, quelle que soit la liste choisie, aux dominants contre les dominés. Cette Union européenne est née, je le répète également après d'autres, de la seule volonté des dirigeants des États-Unis d'Amérique. Cette stratégie porte un nom. C'est celle du containment. Le but, reconstruire le capitalisme après la Seconde Guerre mondiale sous leadership américain et faire face à l'URSS, quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on porte sur ce régime politique. Dans ce cadre, pour les dirigeants américains, des formes d'Union européenne
était indispensable pour acheter la production de masse américaine et aider l'Europe à produire ses propres armements contre l'URSS. C'est le plan Marshall. Contrecarrer le communisme intérieur, particulièrement en France et en Italie. Voilà ce que dit le pape du néolibéralisme, Friedrich von Hayek, dès 1939. Voilà ce qu'il dit. La fédération européenne devra posséder le pouvoir négatif d'empêcher les États individuels d'interférer avec l'activité économique. Il ajoute, une fédération signifie qu'aucun des deux niveaux de gouvernement, fédéral et national, ne pourra disposer des moyens d'une planification socialiste de la vie économique. C'est Friedrich von Hayek qui a inspiré les politiques économiques et institutionnelles. On ne peut pas séparer les deux. C'est donc très clair. Le système de l'Union européenne vise à briser les souverainetés nationales pour empêcher tout risque de socialisme et même tout risque de politique favorable aux intérêts des classes populaires, tout risque de politique keynésienne, par exemple. Un tel système ne peut pas changer de nature. Il ne peut pas s'améliorer de l'intérieur. Ne croyez pas ceux qui vous promettent qu'un Parlement européen avec une majorité différente pourrait changer la situation. Il s'agit d'un Parlement d'opérette qui n'a aucun vrai pouvoir. Mais ce serait une erreur de croire que ce Parlement ne sert à rien. Il sert au contraire beaucoup. Il sert de caution démocratique au système. Il faut donc démanteler cette Union européenne et bâtir quelque chose de radicalement nouveau. Elle est en effet un des piliers de l'ordre néolibéral mondial. Sous contrôle états-unien, avec le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OTAN, l'OCDE, la lutte contre cet ordre néolibéral mondial passe par la sortie unilatérale des piliers qui le soutiennent. Il faut démondialiser. Aucune volonté, aucune véritable volonté européenne, issue des Européens eux-mêmes, n'existe et n'a jamais existé pour faire une Europe indépendante, démocratique et prospère. Cette Union européenne est le système le plus sophistiqué au monde qui repose sur la tentative de construire, la tentative insensée, invraisemblable, de construire une civilisation par le marché. Toute l'idéologie européenne s'appuie sur la croyance invraisemblable que l'on pouvait résoudre les problèmes du monde en établissant un ordre quasi intégralement marchand. C'est l'effacement de toute volonté devant le marché total. Les traités européens ont délibérément décidé de retirer leur souveraineté au peuple pour parvenir à ce but. Faire que rien des aspirations populaires ne puisse jamais être pris en compte. Le boycott de cette élection est l'acte politique le plus prometteur